On est en pleine finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La tension, elle est à son comble. L'enjeu est énorme, les passions sont déchaînées. Mais voilà, parfois ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain qui fait le plus de bruit. C'est ce qui est écrit après. Et là, pour la finale de la CAN 2025, un simple titre de journal a suffi à mettre le feu aux poudres, soulevant des questions qui vont bien au-delà du sport. Allez, on décortique ça ensemble. Au fond, de quoi on parle? Pas juste de foot en fait. C'est une vraie confrontation sur l'éthique journalistique. Et tout part de la couverture d'un journal qu'on connaît tous, L'Équipe. Leur article a tellement fait réagir qu'il y a eu un droit de réponse. Et croyez-moi, il n'y va pas de main morte. Et voilà le fameux titre, celui qui a tout fait exploser. Juste 3 mots, en première page. Vainqueur par KO. C'est percutant, hein? Une formule choc, faite pour marquer les esprits, c'est sûr, et direct, ça a planté le décor de toute l'affaire. Alors la première chose que fait le droit de réponse, c'est de s'attaquer à ces 3 mots, justement. Parce que pour ceux qui l'ont écrit, ce n'est pas juste un résumé du match, loin de là. C'est un choix de mots qui pèse lourd, qui est plein de sous-entendus. Il faut vraiment regarder ce que ça implique. La question que pose le texte est simple, au fond. De quel chaos est-ce qu'on parle, au juste? Est-ce qu'on parle d'incidents dans les tribunes? D'un arbitrage qui a fait débat? Parce que, comme le rappelle le droit de réponse, des trucs comme ça, dans des finales sous haute tension, ça arrive tout le temps. Alors pourquoi choisir ce mot, chaos? Et là, on arrive vraiment au cœur du problème, selon eux. Ce qu'ils disent, c'est que le titre ne décrit pas quelque chose de factuel. Non. Il installe une ambiance, une atmosphère de désordre, de doute. Et cette atmosphère, mine de rien, elle est directement collée au pays hôte, le Maroc. Du coup, le pays organisateur devient la cible de toute cette suspicion. Ok, alors après le titre, on passe au deuxième gros morceau de la critique, et là on touche à la ligne rouge, la fameuse frontière entre une analyse sportive, normale, légitime, et ce que le droit de réponse lui appelle un procès d'intention politique sur l'arbitrage. En fait, le texte fait une distinction super claire. D'un côté, on a l'analyse sportive légitime. C'est normal de débattre des décisions, d'analyser la VAR. Mais de l'autre côté, on a ce qu'ils appellent la suspicion politique. C'est quand on commence à parler de pression des couloirs, d'une atmosphère d'influence, tout ça, mais sans jamais apporter la moindre preuve. Et pour eux, c'est exactement là que la ligne est franchie. Et ça nous amène à un concept vraiment au cœur de leur critique. C'est l'idée d'un journalisme de suggestion. Ils décrivent un style de reportage qui finalement mettrait l'histoire, le récit, avant les faits, avant les preuves. Alors, c'est quoi ce journalisme de suggestion? Eh bien, selon eux, c'est simple. C'est la technique de ne pas dire les choses directement, mais de les laisser entendre, de distiller le doute. Au lieu de prouver, on crée une impression, un sentiment. C'est beaucoup plus subtil et peut-être plus dangereux. Et il y a une phrase dans le texte qui résume ça parfaitement. Dire « on ne peut pas prouver, mais tout le monde sait » n'est pas une démarche journalistique. C'est une rhétorique. C'est puissant, non? Ça dit tout. Le journalisme, ce sont des faits. Le reste, les tout le monde sait, les on dit, ce n'est pas de l'info, c'est de la rhétorique. Maintenant, on arrive à la partie peut-être la plus étrange, la plus déroutante de toute cette histoire, selon le droit de réponse. C'est ce paradoxe incroyable, on accuse l'équipe qui a perdu. Reprenons un fait simple, basique, le résultat du match. Le Maroc a perdu. C'est tout. C'est factuel, indiscutable. Et pourtant, et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Malgré cette défaite, toute l'histoire construite autour, cette ambiance de suspicion, elle continue. On continue de parler d'une victoire illégitime qui aurait été manigancée. Du coup, le texte pose une question d'une logique implacable. Comment une victoire peut-elle être illégitime si elle n'a jamais eu lieu? C'est une bonne question, non? Comment on peut accuser quelqu'un d'avoir volé une victoire qu'il n'a pas eue? Un autre point fondamental du journalisme que le droit de réponse met sur la table, le principe du contradictoire. En gros, l'idée qu'il faut entendre les deux sons de cloche, donner la parole à la personne ou à l'entité qu'on met en cause. Et là-dessus, leur constat est sans appel. Il manque une version de l'histoire. On n'a eu qu'une seule perspective, un seul côté. L'autre, celui qui est implicitement accusé, n'a jamais pu s'exprimer. Et attention, ce n'est pas juste une critique en l'air. Le texte liste précisément qui n'a pas été entendu. On parle de la fédération marocaine, du comité d'organisation, des responsables techniques. Le fait de nommer ces absents, ça rend le déséquilibre encore plus frappant, plus concret. Ok, maintenant, si on dézoome un peu, parce que le droit de réponse, il ne voit pas ça comme un incident isolé. Il place toute cette histoire dans un contexte beaucoup plus large. Cette chronologie est super importante pour comprendre leur point de vue. D'abord, le passé.
des décennies de stéréotypes sur le foot africain. Ensuite, le présent. On voit un Maroc qui prend de plus en plus de place. Et enfin, le futur. Des ambitions mondiales, comme le Mondial 2030. Ce que le texte suggère, c'est que cette montée en puissance du Maroc, eh bien, ça bouscule un peu les vieilles habitudes. Pour le dire simplement, leur théorie c'est ça. Face à cette nouvelle dynamique, il serait plus facile de rester dans le soupçon que d'analyser ce qui se passe vraiment. C'est plus simple de douter que de reconnaître que les choses sont en train de changer en profondeur dans le foot africain. Et tout ça, ça nous mène à la conclusion du droit de réponse. C'est une phrase qui sonne comme un principe, une règle d'or. Critiquer oui, insinuer non. La ligne de démarcation est très claire pour eux. La critique, c'est oui, c'est le jeu, c'est même sain. Mais l'insinuation, c'est non. C'est là qu'on sort du journalisme. Au final, toute cette affaire nous laisse avec une question qui dépasse largement ce match de foot. Dans le feu de l'action, de la compétition, avec la pression de l'immédiat, où est-ce qu'on place le curseur? Où s'arrête le journalisme et où commence l'accusation? C'est une question essentielle, pas seulement pour le journalisme sportif, mais pour le journalisme tout court en fait.